Dans le détroit d'Ormuz, ce ne sont pas seulement des navires qui ralentissent. C'est une partie de l'économie mondiale qui retient son souffle. Vu de loin, beaucoup y voient encore une guerre de plus au Moyen-Orient. Une guerre violente, grave, spectaculaire, mais lointaine. Comme si le choc pouvait rester enfermé entre missiles, bases militaires et discours de dirigeants. Mais le vrai danger n'est peut-être pas d'abord là. Le vrai danger, c'est le moment où une guerre régionale cesse d'être seulement militaire pour devenir une crise de circulation, de confiance et de prix. Quand la mer devient incertaine, quand le pétrole cesse d'être un flux normal, quand les États doivent puiser dans leurs réserves d'urgence, ce qui se joue n'est plus seulement un affrontement stratégique. C'est la stabilité même du système qui commence à vaciller. Car cette fois, nous ne parlons pas d'une simple tension diplomatique. Nous parlons d'une guerre ouverte entre Israël, les États-Unis et l'Iran, d'un détroit qu'il faut désormais sécuriser par coalition et d'un marché de l'énergie qui recommence à paniquer. Et dans ce type de crise, ce qui compte le plus n'est jamais seulement ce que le monde voit. C'est le mécanisme caché qui transforme un front lointain en facture globale. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir si Israël, les États-Unis et l'Iran sont entrés dans une guerre plus large. La vraie question, c'est de comprendre ce que cette guerre peut vraiment dérégler au-delà du champ militaire. Parce qu'un conflit de cette nature ne s'arrête jamais aux cartes d'état-major. Il touche les routes maritimes, le prix de l'énergie, la confiance des marchés, la marge de manœuvre des gouvernements, et à la fin, le coût de la vie dans des pays qui n'ont pourtant tiré aucun missile. Dans cette vidéo, nous allons donc passer par 3 niveaux. D'abord, ce qui est réellement en train de se passer, et pourquoi cette séquence est plus grave qu'une crise régionale ordinaire. Ensuite, par quel mécanisme ce choc peut déstabiliser l'économie mondiale. Enfin, qui risque d'en payer le prix, en Europe, en France, et dans la vie quotidienne. Autrement dit, nous n'allons pas seulement regarder la guerre. Nous allons regarder la facture cachée de la guerre. Pour comprendre pourquoi cette crise compte autant, il faut repartir de l'état du système avant l'escalade. L'économie mondiale n'était pas solide. Elle était déjà plus nerveuse, plus fragmentée, plus vulnérable qu'il y a quelques années. L'inflation avait reculé dans plusieurs grands pays, mais sans disparaître complètement. La croissance restait inégale. Les banques centrales gardaient encore peu de marge pour réagir à un nouveau choc d'offres. Et surtout, le commerce mondial restait dépendant de quelques points de passage décisifs, dont le détroit d'Ormuz, par lequel transitent environ 1/5 des flux mondiaux de pétrole et de gaz. Cela veut dire une chose simple. Le système supportait déjà mal l'idée d'un nouveau choc énergétique. Or, au moment même où la guerre s'intensifie, l'Agence internationale de l'énergie organise une libération coordonnée de plus de 400 millions de barils de réserves d'urgence, et le Japon commence à puiser massivement dans ses propres stocks pour amortir le choc. Autrement dit, le problème n'est pas seulement que la guerre éclate. Le problème, c'est qu'elle éclate au moment exact où l'économie mondiale reste dépendante de flux fragiles, de prix sensibles et d'un équilibre énergétique qui tenait déjà sous tension. C'est ce décalage entre une apparence de normalité et une vulnérabilité réelle qui rend cette séquence si dangereuse. Ce qui se joue en ce moment dépasse déjà le schéma classique d'une guerre bilatérale. Nous ne sommes plus dans une simple séquence de frappes, de représailles, puis de négociations. Nous sommes dans une phase où le conflit commence à tester la résistance d'un système entier. Routes énergétiques, crédibilité militaire, solidarité entre alliés, capacité de dissuasion et endurance économique. Autrement dit, la question n'est plus seulement « qui attaque qui ?». La vraie question devient « qui peut encore contrôler le rythme de l'escalade et à quel prix ?» Car lorsque Washington demande à d'autres pays de participer à la sécurisation d'Ormuz, cela signifie que le conflit a déjà franchi un seuil. On ne parle plus d'un front local à contenir. On parle d'un choc assez vaste pour obliger les grandes puissances et les pays importateurs d'énergie à recalculer leurs propres intérêts. C'est cela, le vrai déclencheur analytique de cette crise. Pas seulement les missiles, pas seulement les communiqués, mais le moment où la guerre commence à transformer un espace maritime stratégique en point de pression mondiale. Le détroit d'Ormuz concentre à lui seul environ 20% des flux mondiaux de pétrole et de gaz, et les perturbations actuelles sont déjà assez graves pour pousser l'AIE à organiser une libération coordonnée de plus de 400 millions de barils de réserves d'urgence. À partir de là, tout change de nature. Une guerre régionale reste régionale tant qu'elle détruit surtout sur place. Elle devient mondiale au moment où elle menace les flux dont dépend tout le reste. Et c'est précisément ce basculement qui rend cette séquence si dangereuse. Pour comprendre ce que cette guerre peut vraiment changer, il faut suivre 3 axes. Pas 3 événements, 3 mécanismes. Le premier axe, c'est la logique stratégique. Cette guerre n'est pas seulement une confrontation de forces. C'est une lutte pour définir qui impose les limites, qui redessine l'équilibre régional,
et qui peut encore faire peur à l'autre sans déclencher un effondrement plus large. Quand un conflit pousse les États-Unis à chercher une coalition navale, quand l'Iran affirme pouvoir tenir dans la durée, et quand les marchés commencent à réagir comme si l'infrastructure énergétique elle-même devenait vulnérable, cela signifie que l'enjeu n'est plus tactique. Il devient structurel. Le deuxième axe, c'est la logique des flux. Le pétrole n'est jamais seulement du pétrole. C'est du transport, de l'assurance, du financement, de la confiance et une promesse implicite, celle que le monde peut encore faire circuler l'essentiel sans rupture majeure. Or, cette promesse se fissure dès que le détroit d'Ormuz cesse d'être perçu comme un passage normal. Les prix montent, les opérateurs réévaluent le risque, les États ouvrent leurs réserves, et le système entier admet soudain qu'il avait besoin d'un couloir qu'il croyait acquis. Le troisième axe, c'est la transmission vers la vie économique ordinaire. Un choc géopolitique ne devient pas automatiquement une crise du quotidien. Il passe d'abord par des intermédiaires, l'énergie, les coûts maritimes, les chaînes logistiques, l'inflation importée, puis la marge des entreprises et le pouvoir d'achat. C'est pour cela que le risque réel n'est pas seulement militaire. Le risque réel, c'est qu'une guerre lointaine se transforme en coup diffus, progressif, presque invisible, mais durable, pour des sociétés qui n'en contrôlent pourtant aucun des leviers. Pour l'Europe, le problème n'est pas seulement de savoir qui gagnera militairement. Le problème est de savoir combien de temps elle peut absorber un nouveau choc sur l'énergie et le transport sans rouvrir ses propres fragilités. Car depuis la crise énergétique des dernières années, l'Europe a déjà appris une leçon coûteuse. Elle n'a pas besoin d'un effondrement complet pour souffrir. Il suffit d'une hausse durable, d'une tension logistique, d'une prime de risque plus élevée et de quelques mois d'incertitude pour que toute la mécanique économique recommence à se tendre. Pour la France, cette question est encore plus concrète. Parce que même lorsqu'un pays est moins exposé directement que d'autres à certaines importations d'hydrocarbures, il reste exposé au prix mondial, au coût du transport, aux arbitrages européens et au climat général des marchés. Autrement dit, la France n'achète pas seulement de l'énergie. Elle vit dans une économie où l'énergie fixe une partie du ton pour le reste. Production, logistique, alimentation, services, confiance des ménages et décisions des entreprises. Si le choc dure, ce ne sont pas seulement les raffineries ou les marchés qui réagissent. Ce sont aussi les budgets domestiques, les coûts de livraison, la prudence des consommateurs et donc la croissance elle-même. C'est là que la guerre cesse définitivement d'être un sujet de politique étrangère. Elle devient une question de vie quotidienne. Pas sous la forme d'une catastrophe visible en une nuit, mais sous la forme d'une pression qui s'installe. Quelques euros de plus sur certains carburants. Des coûts plus élevés dans le transport maritime. Des entreprises qui répercutent une partie des surcoûts. Des ménages qui sentent que tout reste officiellement sous contrôle, mais que chaque tension internationale finit tout de même par arriver jusqu'à eux. Et c'est précisément ce qui rend ce type de guerre politiquement dangereux, même loin du front. Parce que plus le choc est diffus, plus il ronge la confiance. Les citoyens n'ont pas besoin de suivre chaque frappe pour comprendre qu'une nouvelle instabilité mondiale signifie souvent une chose très simple: payer davantage pour vivre dans un monde moins prévisible. Au fond, la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran ne doit pas être comprise seulement comme un affrontement entre trois acteurs. Elle doit être comprise comme un test. Un test pour la dissuasion. Un test pour la sécurité énergétique. Un test pour les routes commerciales. Et surtout, un test pour savoir jusqu'où l'économie mondiale peut encore absorber une crise géopolitique majeure sans basculer dans un nouvel âge de choc permanent. Le scénario le plus rassurant serait celui d'une escalade contenue. Une guerre assez grave pour laisser des traces durables, mais pas assez longue pour casser profondément les flux. Le scénario intermédiaire serait celui d'une tension installée. Pas d'effondrement spectaculaire, mais une mer plus risquée, une énergie plus chère, et un monde qui fonctionne moins bien, plus lentement, plus nerveusement. Le scénario le plus dangereux, lui, serait celui où l'instabilité autour d'Ormuz cesse d'être une menace et devient une nouvelle normalité. À ce moment-là, le prix du pétrole ne serait plus seulement un indicateur de marché. Il deviendrait le symptôme visible d'un ordre mondial qui perd sa capacité à garantir le passage, la sécurité et la prévisibilité. Et c'est sans doute cela, la vraie leçon de cette guerre. Ce qui se joue ici n'est pas seulement le sort d'un front. C'est la question de savoir combien vaut encore la stabilité, et qui finit toujours par payer quand elle disparaît. Si vous voulez, dans la prochaine vidéo, on peut aller encore plus loin. Non pas en racontant seulement la guerre, mais en démontant une pièce précise de la machine. Ormuz, le pétrole, les assurances maritimes, ou la façon dont un choc militaire devient une facture européenne.